Merci pour votre fidélité renouvelée à Télé Sud et bienvenue à vous dans l'entretien du jour. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un roman autobiographique. Le titre, L'Insignifiante. Son auteur est avec nous dans ce studio. Adama Sissoko, c'est bien sûr votre nom. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi le titre L'Insignifiante. Cette question, vous l'avez reçue plusieurs fois puisque vous l'avez dit dans la préface de l'ouvrage. Tout à fait. Alors, L'Insignifiante, c'est vrai que c'est venu lorsque j'ai posé les dernières lignes de cet ouvrage. Et je pense souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a trois dimensions. Il y a une dimension personnelle, dans le sens où, en avançant dans la vie, et quand souvent on se prend des refus et qu'on n'arrive pas à avancer, on se sent un peu insignifiant. Il y avait un côté philosophique, parce que c'est vrai que même moi, dans ma famille, quand on a grandi avec nos parents, on avait cette idée que... si vous voulez, le monde est tellement grand, l'univers est tellement grand que nous, humains, on est complètement insignifiants en fait. Pourtant, on cherche toujours à s'accomplir, mais nous sommes quand même insignifiants. Et la troisième dimension? Et la troisième dimension, elle est professionnelle, bien sûr, parce qu'elle est liée au fil rouge de ce livre. Donc, j'ai travaillé dans des hôtels de luxe et forcément, venant d'un milieu très modeste, très souvent, je me suis sentie insignifiante face à certains clients. On le voit très clairement. Ce roman, c'est un journal intime que vous avez décidé à un moment donné de publier. Quand vous étiez en train de tenir ce journal, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné qu'un jour, ce journal, ces bouts de phrases que vous étaliez sur papier deviendraient un roman? Non, quand j'écrivais ces journaux, de toute façon, c'était vraiment un exutoire. C'était pour sortir toutes les émotions, toutes les idées qui me passaient par la tête. Et j'ai toujours voulu écrire un livre, par contre. Et j'ai toujours pensé que j'allais écrire une fiction. Mais lorsque s'est posée la question et que je relisais mes journaux intimes, ce que je fais assez souvent, je me suis dit, mais non, mais en fait, tu tiens déjà un livre. Ton livre, ton premier livre, ce sera ton histoire. N'est-ce pas aussi l'envie de faire connaître sa vie, de parler de ses déboires, de parler de ses succès aussi? Oui, il y a cette envie-là et de partager souvent parce que lorsqu'on passe par beaucoup de phases et beaucoup d'émotions et beaucoup d'expériences comme ça, il y a tellement de choses à raconter et des fois on ne sait pas à qui le dire. Et c'est vrai qu'écrire, ça permet de diffuser à plusieurs personnes et de pouvoir partager son histoire et pouvoir inspirer aussi, si possible, certaines personnes. Ouais. On va faire un tour rapide dans votre livre à la page 35. Ça parle de votre premier jour de travail aux États-Unis. Je cite, « 2 mai 2009. Suis-je idiote ou insouciante? Ou les deux? Nous J1, avons un contrat qui explique le déroulement de notre stage. On travaille au même titre que n'importe quel Américain, sauf qu'on est payé moins cher. Ce contrat est rarement suivi à la lettre et je n'avais pas lu le mien. Je n'avais jamais travaillé dans un hôtel, donc il fallait tout apprendre. Et quel apprentissage! » Fin de citation. Vous débarquez aux États-Unis pour un boulot dans un hôtel de luxe, alors que vous êtes de base diplômé d'une école de commerce à Paris. Sans résumer l'ouvrage, comment s'est déroulée cette expérience? Oui, alors c'est vrai qu'à la sortie de mon diplôme, donc moi je suis diplômée, j'ai une maîtrise en marketing, et tout simplement je ne trouvais pas de travail. Donc en cherchant, il y a cette opportunité qui est arrivée un peu comme ça. Dans un email, on me demandait de venir pour un entretien, pour travailler dans cet hôtel, ce que j'ai fait. Et n'ayant pas d'autre perspective, je me suis dit que c'était le moment de partir à l'aventure. Et vous avez débarqué aux États-Unis, vous vous êtes pas dit, bon, ok, de toutes les manières, je travaille dans tous les domaines de l'hôtellerie. Après, peut-être, je prends un poste de directrice commerciale d'un hôtel de luxe, puisque vous êtes diplômée en commerce, en marketing. J'aurais pu, mais c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup, en fait, ce que j'ai appris au final, mon apprentissage. Et je trouve que le milieu hôtelier, justement, on doit passer par les métiers, on va dire, les moins reconnus, parce que
sans ça, on ne peut pas manager de toute façon. On est obligé de savoir par quoi les autres personnes passent, tout le travail qu'ils font. C'est des métiers qui sont assez méconnus et qui sont extrêmement durs, où on n'a pas de pause, on travaille pendant les jours fériés, on travaille du matin jusqu'au soir, très peu de repos. Et passer par là, ça aide à devenir un bon manager. Mais c'est vrai que je suis le genre de personne qui s'ennuie très vite. Et après l'hôtellerie, j'ai voulu faire autre chose. Dans votre parcours et votre séjour aux États-Unis, par exemple, tellement vous êtes poussé par l'amour du luxe que vous êtes débrouillé pour travailler en tant que bénévole sur le Fashion Week. Oui, c'est vrai. J'ai ce côté, effectivement, assez, ce que disent les Américains, un go-getter, parce que j'aime beaucoup, en fait, quand j'ai un défi en tête, il faut absolument que j'y arrive. Et moi, j'étais un peu passionnée par la mode et je voulais voir ce que donnait la Fashion Week. Donc, en postulant comme ça, en envoyant 50 000 CV, on a fini par me répondre et j'ai pu avoir cette expérience. Je lisais le roman et je voyais ça et là des thèmes anglais. Et je me dis, bah, quand même, Adama Sissoko, elle est française, mais pourquoi autant de mots anglais dans un roman qui est de base destiné aux francophones? Oui, parce qu'au final, c'est un journal intime et ça parle de ma personnalité. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui est passionnée par la langue anglaise de toute manière. Donc, avoir travaillé aux États-Unis, en plus, ça a perfectionné mon niveau dans la langue. Et je me disais que de toute façon, on vit dans un monde global et que la plupart des personnes maintenant arrivent à comprendre l'anglais basique. Donc, je me dis que oui, mettre quelques termes d'anglais comme ça, ça pouvait être pertinent, tout simplement. Pour les personnes qui ne comprenaient pas, elles apprendraient de nouveaux mots. Pour les autres, ouais. Pour les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est un peu ça qu'ils se débrouillent. Oui, mais c'est assez facile. C'est de l'anglais assez simple. OK. Il faut remarquer aussi qu'il a manqué un tout petit peu des notifications pour expliquer tel mot pour ces lecteurs qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Et j'ai eu quelques remarques comme ça, justement, de personnes, souvent d'ailleurs un peu plus âgées, qui disaient « mais moi, je ne comprends pas du tout l'anglais ». Donc, des fois, c'est vrai que ça les sortait un petit peu du récit. Mais après... c'est bien d'apprendre. Aussi. Ouais. En tout cas, le roman, il est très bien écrit. La preuve, c'est que l'université de Princeton a accepté quand même d'admettre ce roman et pour qu'on puisse l'étudier dans un département de langue française. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que alors c'est arrivé... Notamment parce que j'avais travaillé aux États-Unis, mais également parce que je venais d'un milieu modeste et aussi de la banlieue parisienne. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'élèves, apparemment, dans ce cours de Princeton, qui voulaient savoir comment des personnes de mon origine, donc d'origine africaine, qui vivaient en France, arrivaient à s'en sortir dans la vie sans toutes les institutions qu'on peut avoir aux États-Unis ou, par exemple, la discrimination positive, ce genre de choses. Comment on avait des vies parallèles, mais à la fois similaires, et comment moi, française, d'origine africaine, j'arrivais à m'en sortir quand même dans un monde qui n'était pas prêt pour moi. Le roman évoque également la thématique du racisme. Je peux citer comme exemple cette histoire avec ce jeune homme, Ethan. Vous êtes sortis ensemble, vous l'avez raconté dans le roman, mais sa mère n'acceptait pas votre couleur de peau. Non. Comment avez-vous vécu cette parenthèse amoureuse? Compliqué, forcément, parce que c'est la mère de la personne que j'aime à l'époque. Et de ne pas être acceptée pour une raison aussi futile pour moi que ma couleur de peau, sans qu'elle cherche à me connaître, à savoir qui je suis, pourquoi, comment. C'était blessant, mais d'un autre côté, c'est vrai que je vivais dans cette bulle amoureuse. Et dans ma tête, je me disais, écoutez, elle ne veut pas de moi, tout ce que j'ai à faire, c'est à ne pas la croiser. Et donc, on a vécu notre relation comme ça, en fait. Et même si on se prenait des réflexions qu'il me rappelait assez souvent, elle utilisait des termes assez forts. Par exemple, votre relation est dégoûtante. Et ça fait mal. Et on sait que là, on est dans la jeunesse, mais qu'avec le temps, ça va poser des gros problèmes. Et la preuve, nous ne sommes plus ensemble. Vous vous êtes séparés, ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Ça a été une rupture assez douloureuse, effectivement.
parce que je considérais à l'époque que c'était, on va dire, mon premier amour. Et lui, il ne savait pas non plus comment se positionner. Je pense qu'il y avait la dimension de la race qui bloquait beaucoup. Et ensuite, moi, je suis retournée en France, donc il y a eu la distance qui nous a séparés. Et donc, il fallait essayer de s'adapter et ça n'a pas marché. Vous avez aujourd'hui des nouvelles de Ethan? Du tout. Mais pas du tout. Non, ça a été une rupture qui a été consommée et voilà, le temps est passé. Le temps est passé et je réfléchis, mais non, je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années que je n'ai pas de nouvelles. Hein. Ouais, oui. Alors, vous avez fait un an aux États-Unis, vous êtes revenu en France, mais il a été très difficile pour vous de trouver un autre emploi dans le milieu des hôtels de luxe. Normalement, quand on a une expérience extérieure, surtout aux États-Unis, ça devrait quand même contribuer à ce qu'on vous ouvre facilement les portes. Oui, c'est ce que j'ai cru. C'est vraiment ce que j'ai cru. Alors, d'autant plus que j'avais mon diplôme, j'avais cette fois l'expérience, en plus le perfectionnement de l'anglais. Donc, c'est vrai que quand je suis revenue en plus en région parisienne, je me suis dit, mais ça va être facile de trouver du À travail. noter aussi que vous parlez italien. Et je parle aussi italien, effectivement. Mais pas du tout. Donc, on envoie 1, 2, 50, 100 CV, réponse négative, 2, 3 entretiens qui ne se passent pas bien. Et on se dit, il y a un problème. Mais quel est ce problème? Vous avez cherché du côté de la race? J'ai cherché du côté de la race, effectivement, parce que je voyais que dans le milieu hôtelier de luxe, il n'y avait aucun problème aux États-Unis à employer des personnes de toute race. Je sais qu'on n'utilise plus ce mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais en France, on avait du mal à voir des personnes, on va dire, de ma couleur, sur des postes qu'on appelle front office, donc c'est-à-dire en relation directe avec le client. Et je pense que c'est là où ça a coincé. On est presque à la fin de l'émission. Quand on lit la dernière phrase de l'insignifiante, on s'attend à un autre roman qui va raconter l'aventure nippone de Adama Sissoko. Adama qui devient enseignante d'anglais au Japon. Il est pour quand ce roman? Alors ce roman, je suis en train de l'écrire et il va être terminé, on va dire, en septembre. Donc voilà. Si je comprends bien, en ce moment, vous ne tenez plus le journal intime? Non, j'écris. Ouais. Super. Pas plein temps. Merci beaucoup Adama Sissoko. Je vous en prie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. On se retrouve à la prochaine et restez fidèles au programme de Télé Sud. Au revoir.